Bon, ben bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer la solution du travail 5 que vous m'avez remis là, récemment. Donc le travail 5 là, qui était un exercice là, un peu plus complexe peut-être que celui du travail 4 là, qui concernait la section 3.4, donc la section qui fait l'espèce de synthèse de tout ce qui est conservation de l'énergie. Ok. Donc, je vous avais proposé une situation comme ça, donc un bloc qui se balance là, accroché au bout d'une corde, donc un peu l'équivalent d'un pendule dans une première partie. Et deuxième partie du problème, c'est le bloc qui va glisser le long d'un plan incliné et qui va se faire amortir là, à la fin par un ressort. Donc, il y avait un gros paragraphe de texte là, qui vous donnait tous les détails, toutes les informations nécessaires. Donc, je ne vais pas relire là, nécessairement ce texte-là avec vous. Je vais juste aller extraire les informations importantes. Okay? Donc, premièrement, on avait la masse de notre bloc là, qui va être la même tout au long du problème. C'est tout le temps le même bloc. Hein, il n'y a pas plusieurs blocs. C'est le même bloc là, qui est dessiné à plusieurs endroits. Donc, sa masse, c'est 4 kg. Et dans la première partie du problème, le bloc va être attaché au bout d'une corde qui mesure 2 mètres de long. Donc on a la longueur de notre corde. Et quand on est au point A, on prend le bloc dans nos mains puis on le maintient à cette position-là. Donc sa vitesse initiale, c'est égal à 0. Il n'y a pas de vitesse, on le maintient immobile au moment où il forme un angle de θ 0 par rapport à la verticale. On ne connaît pas encore cet angle-là. Et là, ben, on va lâcher notre bloc. Donc, il va se mettre à acquérir une certaine vitesse au fur et à mesure qu'il va descendre. Il va passer éventuellement par la position numéro B. À cette position-là, on ne connaît pas non plus sa vitesse. Hein, ça va être quelque chose qu'on va devoir calculer. Et il continue comme ça là, de se déplacer puis d'osciller. Il va arriver éventuellement à la position C. À la position C, je vous donne sa vitesse. Je vous dis quand il arrive au point C, sa vitesse elle a un module de 5 mètres par seconde. Et à cet endroit-là, la corde forme un angle de 30 degrés avec la verticale. Et le plan incliné, lui aussi, forme un angle de 30 degrés avec la verticale. Hein. Il faut que ce soit le même angle, parce que si c'était pas le même angle ici avec la corde et l'angle, si l'angle de la corde et l'angle du plan incliné étaient différents, ben là, il y aurait eu une espèce de collision, là, de contact. Le bloc aurait en quelque sorte foncé dans le plan incliné. Mais comme c'est exactement le même angle, le bloc va juste arriver comme en douceur, là, arriver comme ça, avec une vitesse qui est parallèle au plan incliné. Et on dit dans l'énoncé de la question que juste à ce moment-là, la corde est coupée. C'est comme si dès que le bloc arrive à la position C, la corde disparaît là, essentiellement. Et le bloc va juste continuer là, à monter le plan incliné. Donc il n'y aura pas de collision comme telle. Là. Tout va se faire en douceur, si vous voulez. Et ensuite de ça, dans la deuxième partie du problème, qui va être un petit peu plus complexe, c'est que on nous dit que le bloc va glisser d'abord sur une certaine distance le long du plan incliné, une distance D qui mesure 1,5 m de long. Et pendant que le bloc va glisser là, sur le plan incliné, il y a un frottement cinétique entre le bloc et le plan incliné. On a un coefficient de frottement cinétique qui est égal à 0,15. Et le bloc va rencontrer un ressort qui a une constante de rappel de 200 newtons par mètre. Et on va se demander à la fin c'est quoi la compression maximale du ressort. Donc c'est quoi l'étirement que le ressort va avoir à la fin là, quand la vitesse finale va être égale à 0. C'est ça la définition là, de la compression maximale. C'est la compression qui va faire en sorte que la vitesse du bloc va être complètement arrêtée. Donc quand sa vitesse va devenir égale à 0, c'est cet étirement-là qu'on appelle la compression maximale. Donc en gros, c'est ça la situation. Et vous voyez qu'il y a certaines choses qu'on ne connaît pas, là où il y a des points d'interrogation. C'est ça les questions qu'on va se poser. Donc entre autres, la question numéro 2, ça va être de venir calculer la vitesse du bloc ici au point B. La question numéro 3, ça va être de trouver l'angle θ0 qu'on avait là initialement. Et la dernière question, la question 4, la plus difficile, là, ça va être d'aller trouver c'est quoi la compression maximale du ressort à la fin quand le bloc va se faire immobiliser. Donc c'est à peu près ça le portrait de ce qui nous attend. Mais avant toute chose, la question 1, je vous demandais là, expliquer pourquoi la force de tension dans la corde n'effectue pas de travail non conservatif, donc le terme le WNC, lorsque le bloc se déplace du point A jusqu'au point C. C'est sûr que quand le bloc va se déplacer du point A jusqu'au point C, donc tout au long que le bloc est accroché après la corde, là, il va avoir deux forces qui vont agir sur le bloc, la force de gravité et la force de tension. La force de gravité, on sait que c'est une force conservative. On calcule son effet quand on calcule les énergies potentielles. Donc, la force de gravité, c'est sûr qu'elle ne fait pas de travail non conservatif. Par contre, la force de tension, c'est une force non conservative. Donc, ça se pourrait que la force de tension fasse un certain travail non conservatif, mais on dit que dans ce cas-ci, on n'en fera pas et expliquer pourquoi. Euh, Si on voulait chercher à calculer
le travail que la tension fait en passant du point A au point B ou du point B au point C, on pourrait appliquer l'équation qu'on a vue à la section 3.1, qui dit que dès qu'il y a une force qui s'applique sur un objet, elle va faire un travail qui est égal au module de la force fois le module du déplacement fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux, donc entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Et ce qui arrive ici, c'est que même si on essaie de le calculer, là, donc le travail qui est fait par la tension, on dirait que ce serait le module de la force de tension fois le module du déplacement, fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre la force et le déplacement, donc l'angle qu'il y a entre la tension et le déplacement. Mais ce qu'on avait déjà expliqué là, dans la section 3.4, d'ailleurs, il y a une petite image que j'ai reprise ici, là, section 3.4, page 351 de votre livre, on vous dit que effectivement, quand on a un objet là, comme ça qui se déplace, un peu à la manière d'un pendule, ben c'est sûr que la force de tension, elle va toujours pointer exactement vers le centre du cercle, mais l'objet, lui, il se déplace de manière tangentielle au cercle, et une tangente à un cercle est quelque chose qui est parallèle au rayon, c'est sûr que ça va toujours avoir un angle de 90 degrés. Donc, même si on essaie de le calculer, là, on se rendrait compte qu'on aurait notre force de tension fois le module de notre déplacement fois le cosinus d'un angle de 90 degrés. Et cosinus de 90 degrés, ça donne 0, ok, algébriquement. Donc, peu importe c'est quoi le module de la tension puis le module du déplacement, peu importe, on prend ça, on multiplie ça par cos de 90, donc ça va donner 0. Donc, c'est pour ça que le travail que la tension va faire va toujours être égal à 0. Donc, on peut dire que la tension ne va pas faire de travail non conservatif. Elle va faire un travail non conservatif qui est égal à 0 tout le temps. Donc, on peut dire qu'elle n'en fera pas. Donc, si vous voulez répondre à la question 1, la raison pour laquelle la tension ne fait pas de travail, c'est parce que l'angle entre la force de tension et le déplacement, c'est toujours égal à 90 degrés. C'est pour ça que la tension ne fait pas de travail. Donc, maintenant que la question 1 est réglée, comme on sait que la tension ne fait pas de travail non conservatif, là, quand le bloc oscille comme ça au bout de la corde, ça veut dire que l'énergie mécanique va être conservée, tout simplement. Il n'y aura pas de travail non conservatif. Donc, on va pouvoir utiliser notre équation là, de la conservation de l'énergie, l'équation qu'on retrouve à la section 3.4, qui dit que EF est égal à EI, plus le travail des forces non conservatives. Mais ici, on vient de comprendre là, par la question 1 qu'il n'y aura pas de travail non conservatif. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment juste une conservation de l'énergie directe, là, EF égale à EI. Ici, dans la question 2, on nous demande c'est quoi le module de la vitesse du bloc quand il va arriver au point B. Donc, entre le point A et le point B, la seule chose qui va... en fait, peu importe, quand le bloc oscille comme ça, il y a juste de l'énergie potentielle gravitationnelle qui est impliquée et l'énergie cinétique, évidemment, parce que le bloc va changer de vitesse. Donc, cette équation-là devient juste ça ici. Donc, l'énergie finale, ça va être cinétique finale plus énergie potentielle gravitationnelle finale, égale les deux énergies initiales, puis le travail non conservatif est égal à 0. Okay. Il faut juste développer ces termes-là. L'énergie cinétique, on sait que c'est 1/2 mv carré. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est mg fois y. Donc, on pourrait écrire ça comme ça. Et il faut juste bien définir c'est quoi notre point initial, c'est quoi notre point final, et regarder les positions, les vitesses, et remplacer dans l'équation sans se mélanger puis sans se tromper. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est que, comme le point C, on le connaît bien, on connaît sa vitesse, ben, on pourrait utiliser ce point-là comme un des points connus, et on pourrait donc dire que le bloc est passé là, du point A au point B, puis ensuite du point B au point C. Donc ici, le plus simple, ce serait de dire que notre point initial, on va considérer que c'est le point B, et le point final, on va considérer que c'est le point C. Et à ce moment-là, si on fait ça, pour les vitesses, on va dire que la vitesse au point initial, ce serait la vitesse au point B, on la connaît pas, hein, c'est quelque chose qu'on doit trouver, donc ça on le connaît pas. VF, ça va être 5 mètres par seconde, c'est donné dans la question, qu'au point C, le bloc va à 5 mètres par seconde. Pour les positions YI et YF, ben, ce qu'on peut faire, le plus simple, c'est que quand vous avez un pendule qui oscille comme ça, comme c'était écrit dans la section 3.4, le plus simple, c'est de poser que Y égale à 0 est situé au point le plus bas de l'oscillation du pendule. Donc, on dirait que ici, là, à la position B, ça correspond à Y égale à 0. Donc, Y égale à 0 dans ce cas-ci. Et dès que vous n'êtes pas au point le plus bas, ça veut dire que vous êtes à une certaine hauteur. Et la hauteur ici, qu'on appellerait la hauteur Y, là, ça correspondrait en fait à la longueur de la corde à laquelle on va devoir soustraire la hauteur h ici. Mais si on regarde notre schéma, dès que votre corde est inclinée d'un certain angle θ, la hauteur h serait égale à la longueur de la corde fois le cosinus de l'angle θ.
Donc si on fait L moins H, et que H est égal à L fois cos θ, mais ça revient à calculer L moins L cos θ. Donc dans notre cas ici, là, au point C, la hauteur de notre bloc C, donc qui serait aussi notre Y final, ce serait égal justement à ça, donc L moins L fois cos θ. La longueur L, on sait que c'est 2 mètres, c'est la longueur de la corde. Notre angle θ ici, c'est 30 degrés. Donc si on remplace là, ça ici par les chiffres qu'on connaît, ça nous donne là, à 4 chiffres significatifs là, une hauteur finale de 0.2679 mètres. Donc c'est quelque chose qu'on peut calculer. Fait que si vous regardez ça ici, vous voyez qu'avec l'équation qu'on a là, on connaît toutes les variables, toutes les valeurs numériques, sauf la vitesse initiale. Donc on pourrait juste remplacer ces valeurs-là dans l'équation ici. On connaît tout sauf VI, donc ça s'isole relativement facilement là, algébriquement. Et on calcule la vitesse initiale qui donne 5,50 mètres par seconde. C'est la vitesse initiale qui correspond aussi à la vitesse du bloc lorsqu'il était au point B. Donc ça, la réponse de la question 2. Okay. La question 3, on nous demande de calculer l'angle θ0. Donc l'angle qu'on avait ici au moment où le bloc se trouvait à la position A. Donc au moment où on a pris le bloc et on l'a juste lâché, c'était quoi l'angle qui était formé ici? On se doute par le dessin que ça va être un angle qui est plus grand que 30 degrés, évidemment. Donc on s'attend à trouver quelque chose qui est plus grand que 30 degrés. Encore une fois, ce qui va arriver, c'est que dès que le bloc est en train d'osciller le long de la corde à la manière d'un pendule, on peut utiliser l'équation de la conservation d'énergie. On sait que la tension ne fait pas de travail non conservatif, ce qui nous laisse seulement les termes d'énergie cinétique et d'énergie potentielle gravitationnelle. On a juste encore une fois à remplacer. C'est pareil comme tout à l'heure. Ici, ce qui va arriver, c'est que comme on s'intéresse maintenant au point A, on va changer ce qu'on appelle le point initial et le point final. Ce qu'on peut faire, une des façons de le faire, c'est qu'on peut supposer que le point initial, c'est le point A, et on imagine notre bloc là, qui va descendre comme ça, qui va arriver au point B, qu'on pourrait appeler à ce moment-là notre point final, et se fier à ça pour résoudre notre problème. Donc on pourrait dire que la vitesse du bloc au point initial, c'est 0, parce qu'on spécifiait bien dans la question qu'on a pris notre bloc, on était immobile, puis quand il était au point A, on l'a juste lâché. Donc sa vitesse initiale ici, c'était égal à 0. La vitesse finale, quand le bloc arrive au point B, on vient de la calculer à la question 2, c'était 5,50 mètres par seconde. Et pour les positions Y, ben là on fait un peu la même chose que tout à l'heure. On pourrait encore supposer que le point le plus bas, c'est Y égale à 0. Donc la vitesse, le Y final va être égal à 0. Et le Y initial, ça va être encore une fois le L moins L cos θ. Donc notre Y initial, ça va être L moins L cos θ. Puis l'angle qu'on cherche, c'est l'angle θ0, qu'on ne connaît pas. On ne pourra pas tout de suite calculer une valeur, là, parce qu'on ne connaît pas encore notre angle θ0. Mais on sait que le Y final, c'est égal à 0. Okay. Donc avec ça, encore une fois, on connaît tous les chiffres, sauf l'angle θ0. On pourrait remplacer chacune de nos 4 valeurs ici. Il y en a 2 qui sont 0. Fait qu'en fait, ce serait très très simple. Il y aurait deux de ces 4 termes-là qui seraient égales à 0. Ça nous laisserait seulement 2 termes avec une seule inconnue, θ0, qu'on peut isoler. Il faudrait faire un arc cosinus là, pour isoler algébriquement, mais ça se fait quand même assez bien et ça nous donne un angle de 76,8 degrés. C'est ça la bonne réponse pour la question 3. Donc c'était effectivement un angle quand même pas mal plus grand que 30 degrés. Donc c'est normal. Okay. Juste vous mentionner là, que ce que je viens de vous montrer, c'est correct, ça fonctionne bien. C'est pas la seule façon de le faire. Il y aurait d'autres façons de résoudre ça aussi. Par exemple, ici, j'ai décidé d'appeler le point final le point B, parce que on venait de le calculer à la question précédente, on connaissait la vitesse ici qui était de 5,50 mètres par seconde, puis en plus on sait qu'il est à la position Y égale à 0. Mais on n'aurait même pas été obligé d'utiliser ce point-là. On aurait pu faire, mettons là, on aurait pu utiliser le point C comme point final. Ça aurait fonctionné aussi. Okay? Ça aurait été essentiellement la même technique, même équation, tout ça. C'est juste que notre point final, au lieu de dire que c'est le point B, on aurait pu considérer que c'est le point C, notre point final. C'est sûr qu'en faisant ça, ça va changer nos valeurs ici. Donc notre vitesse finale, ce serait plus 5,50 mètres par seconde. Ce serait la vitesse finale du point C. La vitesse du point C qu'on connaît, qui est 5 mètres par seconde. Et le Y final, ce serait pas 0. Ça aurait été la hauteur
que le bloc possède au point C, qu'on a calculé tout à l'heure, qui est L moins L cos θ, donc 2 mètres avec un angle de 30 degrés, ça donne le point 2679 de tout à l'heure. Donc on aurait pu faire ça également, et en remplaçant les chiffres ici, il y aurait eu moins de choses qui seraient égales à 0, il y aurait eu un seul terme égal à 0 au lieu de 2. Mais on aurait eu une équation avec 3 termes, tout est connu, sauf l'angle θ0 qu'on peut isoler algébriquement. Évidemment, ça va donner exactement la même réponse, de 76,8 degrés. Okay? Donc, c'est le fun de comprendre que il n'y a pas juste une seule bonne il n'y a pas juste une seule bonne façon de résoudre le problème, parce que de toute façon, l'énergie, elle est conservée. Okay? Si on le calculait, c'est quoi l'énergie totale qu'il y a pendant que notre pendule oscille? J'ai fait le calcul, c'est 60,5 joules. Donc, peu importe à quel point on se trouve, qu'on soit au point A, au point B ou au point C, on a toujours une énergie totale qui est égale à 60,5 joules. Si on est au point A, par exemple, on a toute sous forme potentielle, donc on a 60,5 joules d'énergie potentielle et 0 joules d'énergie cinétique. Si on est au point B, on a juste d'énergie cinétique, 0 potentiel, et au point C, on a un mélange des deux, mais l'énergie, elle est conservée. EF égale à EI, donc l'énergie est égale à la même tout le temps. Donc dès qu'il y a un point que vous connaissez, si vous connaissez en même temps sa hauteur et sa vitesse, c'est un point que vous pouvez utiliser, c'est un point qui est connu, que vous pouvez utiliser pour aller trouver l'information qui vous manque sur un autre point quelconque. Donc on peut utiliser le point B ou le point C comme point final, c'est pas grave, dès qu'on le connaît en même temps sa hauteur et sa vitesse, ça va fonctionner. Donc, juste pour vous dire comme ça qu'il y a plusieurs façons de résoudre le problème correctement. Ce qui nous amène à la question 4. Okay, donc, la question 4, c'est là que le fun commence. La question 2, question 3, c'était pour se réchauffer un petit peu. Question 4, c'est vraiment le gros problème d'intégration. Qui va vraiment tester si vous aviez bien compris et bien assimilé le principe de conservation d'énergie. C'est pas qu'il est excessivement difficile, mais c'est qu'il inclut vraiment tout à la fois, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie du ressort et le travail non conservatif. Donc c'est vraiment tout ça rassemblé dans une seule et même question. C'est ça le test ultime pour voir si vous avez bien compris votre conservation de l'énergie. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on se concentre sur la partie qui se produit le long du plan incliné. Sur mon dessin, on voit encore la corde, parce que j'ai juste zoomé dans cette région-là, mais c'était bien dit dans la question qu'arrivé au point C, la corde est instantanément coupée. Donc, on peut considérer qu'il n'y a plus de corde rendue ici. Calculer c'est quoi la compression maximale du ressort lorsque le bloc viendra s'appuyer contre lui. Donc on a le bloc qui arrive ici au point C avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Il va remonter le plan incliné et quand il va rencontrer le ressort, le bloc va comprimer le ressort. Et la compression maximale, là, ça fait plusieurs fois qu'on rencontre ce terme-là. On sait ce que ça veut dire, c'est quand le ressort va se comprimer le plus possible. Donc c'est ça ici qu'on cherche, c'est l'étirement, la compression là, du ressort qui va faire en sorte que le bloc va atteindre une vitesse de 0. C'est quand le bloc va s'immobiliser complètement. Okay. Donc c'est sûr que si le bloc part d'ici, puis se rend jusqu'à la position finale là, où le ressort va être comprimé au maximum, le bloc va donc parcourir cette distance-là. On dit, n'oubliez pas qu'il y a du frottement cinétique entre le bloc et le plan incliné, donc je ne peux pas l'oublier, on a un frottement comme ça. Ce frottement-là, ça c'est le coefficient de frottement, donc il va y avoir du frottement. Le frottement va créer du travail non conservatif qu'on va devoir calculer. Et bon, on dit vous devrez résoudre une équation quadratique pour obtenir une réponse. C'est juste pour vous le mentionner comme ça. Et ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si le bloc parcourt une distance d, plus la distance pendant laquelle le ressort va se comprimer, on peut dire que le déplacement total, la distance totale sur laquelle le bloc va se déplacer, ça va être égal à la somme de ces deux choses-là. On le voit bien sur notre schéma, ça va être d plus la compression du ressort, parce que quand le ressort est en train de se comprimer, le bloc lui continue d'avancer sur le plan incliné, donc il va encore frotter. Okay, donc quand on va faire nos calculs, il va falloir considérer que le déplacement S va être la somme de D et de EF. Okay. On va pouvoir considérer que le point initial, c'est quand le bloc est au point C, et le point final, c'est quand le ressort va être rendu à sa compression maximale, quand la vitesse du bloc va devenir égale à 0. Beau problème, assez complet. Et comment on va faire pour résoudre ça? On panique pas. Là. On part avec notre principe de conservation de l'énergie, qui dit que l'énergie au point final égale l'énergie au point initial, plus le travail des forces non conservatives.
OK? Ici, c'est ça, dans ce problème-là, c'est vraiment un amalgame là, de tout ce qu'on a vu. Donc, le bloc, ben, évidemment, il va changer de vitesse. Donc, il y a de l'énergie cinétique qui est impliquée. Le bloc va changer de hauteur. Donc, il y a de l'énergie potentielle gravitationnelle qui est impliquée. Et en plus, il y a un ressort qui va se comprimer. Donc, l'énergie potentielle du ressort aussi va être prise en compte. Et il y a du frottement, donc un certain travail non conservatif. Donc, cette équation-là, si on la détaille là, en ces différents termes, ça a l'air gros, ok, parce que ça va faire une équation qui contient 7 termes. Donc, l'énergie finale, c'est cinétique plus potentiel du ressort plus potentiel gravitationnel. Même chose pour l'énergie initiale. Puis là, il y a le septième terme là, qui est le travail non conservatif. Okay. Ça a l'air gros, ça a l'air impressionnant cette équation-là, mais il y a quand même certains termes qui vont être égaux à 0. C'est pas tous les termes qui vont être égaux à une certaine valeur, il y en a qui vont être égaux à 0. Okay. On va aller dans l'ordre. Mettons, on prend la situation initiale. Là. Ben, l'énergie cinétique initiale, ça ne sera pas égal à 0, parce qu'on sait qu'au point initial, là, au point C, on a une certaine vitesse qui est de 5 mètres par seconde. Donc ça ne sera pas égal à 0. Par contre, l'étirement du ressort à la position initiale, c'est 0, parce que quand le bloc est ici à la position initiale, le ressort il est encore à sa longueur naturelle, il n'est pas étiré, il n'est pas comprimé, donc il n'y a pas d'énergie potentielle de ressort au début. Énergie potentielle gravitationnelle. Bon, encore là, c'est sûr, ça dépend de qu'est-ce que vous allez choisir comme choix d'axe. Ce qu'on sait, c'est que quand on veut écrire l'énergie potentielle gravitationnelle, il faut toujours nécessairement utiliser un axe Y qui pointe vers le haut. Okay? Il y a un endroit qu'on doit décider d'appeler Y égale à 0 et se fier à cet endroit-là et le respecter pour écrire nos positions YI et YF. Stratégiquement, ce qui est le mieux de faire, c'est de regarder dans votre déplacement là, entre le point initial et le point final. Imaginez comment l'objet va se déplacer. Puis regardez c'est quoi la position la plus basse qui va être atteinte dans votre problème. Et le plus stratégique, c'est de poser que cette position-là correspond à y égale à 0. Donc dans ce cas-ci, le plus simple, c'est de dire que quand le bloc est à la position C, c'est ça qu'on va définir comme y égale à 0. Ça va être notre y initial. Et donc, en faisant ce choix d'axe-là, d'origine d'axe, ben, ça va faire en sorte que l'énergie potentielle gravitationnelle initiale va être égale à 0. Ça va juste simplifier un petit peu nos calculs. Okay. Le travail non conservatif ne sera pas égal à 0 parce qu'il y a du frottement cinétique, puis le bloc va avoir un certain déplacement. Donc ça, on va le calculer tout à l'heure. Ça ne sera pas égal à 0. Si on regarde la situation finale, on sait que quand c'est la compression maximale du ressort, ça implique qu'on a une vitesse finale qui est égale à 0. Donc l'énergie cinétique finale elle va être égale à 0 aussi, parce que la vitesse est égale à 0. Donc ça vaut 0. Le ressort va être comprimé, donc l'énergie potentielle du ressort ne sera pas égale à 0. C'est un terme qu'on va devoir calculer. Et l'énergie potentielle gravitationnelle, elle ne sera pas à 0, parce que comme on a dit que le Y égale à 0, c'était ici, quand le bloc va arriver à sa position finale, il va avoir une certaine hauteur finale, qui va être égale à quoi? Ben, si on regarde notre schéma, okay, on sait que entre le point C et le point final ici, on a un bloc qui s'est déplacé le long d'un plan incliné. La distance sur laquelle il s'est déplacé, c'est la même chose que le déplacement S. Et ça, c'est le déplacement qui effectue en diagonale. C'est comme si c'était l'hypoténuse d'un triangle rectangle comme ça. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est pas vraiment l'hypoténuse, c'est juste la hauteur en Y. Donc, ce serait juste la hauteur là, du triangle ici. Donc, ce serait l'hypoténuse fois le sinus de 30 degrés. Donc, on peut écrire ça S fois sin de 30. Mais on voit bien sur notre schéma que la distance S, ça correspond à la distance D plus la compression maximale qu'on ne connaît pas encore. Donc, ce serait le D plus EF, tout ça fois sin de 30. Ça, ce serait notre position Y finale. C'est sûr que ça, ce ne sera pas égal à 0. Donc, on va avoir une énergie potentielle finale qui n'est pas égale à 0, qu'on va devoir calculer. Okay. Donc, en tout cas, ça fait quand même que sur une équation de 7 termes, ben, il y a 3 des 7 termes qui sont égaux à 0. Donc, déjà, ça simplifie pas mal l'équation. Et il va juste nous rester, bon, ces 4 termes-là là, à développer. Voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Okay. L'énergie potentielle d'un ressort, on sait que c'est 1/2 fois K fois l'étirement au carré. Le potentiel gravitationnel, c'est mgy. L'énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré. Fait que déjà, cette équation-là, on pourrait l'écrire comme ça. Okay. Et le Y final, ben, on vient d'expliquer que c'est égal à D plus EF fois le sin de 30. Fait qu'on pourrait écrire ça comme ça. Okay. Là, j'ai pas encore parlé du terme travail non conservatif. C'est ce qu'on va devoir aller calculer maintenant pour
compléter comme il faut notre équation. Et on va aller le calculer sur la prochaine étape et on viendra le rentrer dans cette formule-là par la suite. Oui, donc le travail non conservatif. Comment on fait pour calculer ça? Ben, pour calculer un travail non conservatif, il faut regarder c'est quoi toutes les forces qui agissent sur notre bloc et se poser la question, là, est-ce qu'il y a un travail non conservatif associé à chacune de ces forces-là? Et règle générale, là, pour calculer le travail exercé quand une force s'applique sur un objet, on utilise l'équation de la section 3.1 qui dit que le travail exercé, c'est le module de la force fois le module du déplacement fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Si on fait un petit zoom là, sur notre bloc qui est ici, sur le plan qui est incliné à 30 degrés, puis qu'on se pose la question, c'est quoi toutes les forces qui agissent sur notre bloc? Ben, on en a plusieurs. On a premièrement la force de gravité qui va tirer vers le bas. Le bloc est appuyé contre un plan incliné, donc il va avoir une certaine force normale qui va agir là, pour empêcher le bloc d'entrer dans le sol, dans le plan incliné. Et on va avoir aussi, là, on sait, une force de frottement cinétique, il ne faut pas oublier. Donc le bloc va monter vers le haut du plan. Donc il va y avoir un frottement cinétique qui va agir dans le sens contraire, donc vers le bas du plan, qui est un frottement cinétique. La corde a été coupée, je le rappelle, donc il n'y a pas de force de tension et il n'y a pas d'autre force que ça. Okay. Qui va agir. Sûr, il y aura le ressort plus tard, mais le ressort, c'est une force conservative qu'on va calculer là, en calculant l'énergie potentielle du ressort, donc ça ne fera pas de travail non conservatif. Fait que de ces trois forces-là, est-ce qu'il y en a qui font du travail conservatif? Ben, la force de gravité, elle n'en fait pas, parce que la force de gravité, c'est une force conservative. On calcule déjà son effet quand on calcule les énergies potentielles gravitationnelles, donc ça n'en fait pas. La force normale et la force de frottement, ça, ce sont des forces qui sont non conservatives. Elles pourraient faire du travail non conservatif. Okay? Mais on va se rendre compte dans ce cas-ci que puisque le bloc se déplace vers le haut du plan incliné, notre vecteur déplacement, là, il est parallèle au plan incliné, il pointe vers le haut. Donc on se rend compte là, que la force normale est toujours à 90 degrés de notre déplacement, un peu comme la tension là, de tout à l'heure qu'on avait eu à la question 2. Donc, quand vous avez une force qui est toujours perpendiculaire au déplacement, elle ne fera pas de travail non conservatif. On va faire un travail non conservatif qui est égal à 0, donc on n'en fait juste pas. Donc, la seule force parmi les trois qui fait du travail non conservatif, c'est la force de frottement cinétique. Donc, on peut dire que notre travail non conservatif, dans cet exemple-ci, dans ce cas-ci, va être seulement égal au travail qui va être fait par la force de frottement. Donc, calculons-le, ce travail-là. Le travail qui est fait par une force, c'est le module de la force fois le module du déplacement fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Donc, c'est juste ça qu'on doit calculer. La force de frottement cinétique, ça se calcule, c'est le coefficient de frottement cinétique multiplié par la force normale. Si vous avez fait le chapitre, on a fait souvent dans le chapitre 2, là, calculer des forces normales quand on a des blocs, comme ça on pose que la somme des forces en grec est égale à 0, et ça nous donne un normal moins mg cos de θ égale à 0, parce que bon, l'accélération est égale à 0. Quand on isole ça, ça nous donne que la normale est égale à mg cos θ. Donc ici, la normale va être égale à mg cos de 30. Donc tout ça ici, là, pour l'instant, c'est pas encore le travail, c'est juste le module de la force de frottement cinétique. Donc notre frottement cinétique est égal à ça ici, fois le module du déplacement. Le déplacement, là, qui est la distance totale sur laquelle le bloc se déplace, on sait que c'est égal à d plus EF. Donc ça, c'est le module du déplacement. Et là, il faut multiplier ça par le cosinus de l'angle entre les deux, entre notre vecteur force et notre vecteur déplacement. Les deux vecteurs sont exactement opposés l'un à l'autre. Donc quand vous avez deux vecteurs qui sont complètement opposés, l'angle entre les deux, c'est 180 degrés. Donc fois le cosinus de 180. On pourrait laisser comme ça, mais cos de 180, on sait que ça donne tout simplement moins 1. Donc ça va juste introduire un signe négatif. Donc on peut écrire que le travail non conservatif va être égal à moins muc mg cos de 30 fois d plus EF. Okay. C'est ça notre travail non conservatif dans notre problème. Donc, on revient à l'équation qu'on avait tout à l'heure, qui n'était pas complète, là, parce qu'on ne connaissait pas encore le travail non conservatif. On vient de le calculer. On sait que c'est égal à ça ici. On n'a rien qu'à remplacer ce terme-là dans cette équation-là. Et on trouve là la grosse équation qui nous renseigne là, à la perfection sur ce qui va se passer là, entre le point C ici et le point final. Okay. C'est sûr que j'aurais pu remplacer là, au fur et à mesure les variables par des chiffres et sortir des valeurs numériques, mais j'ai fait exprès pour la laisser vraiment sous forme algébrique le plus longtemps possible. C'est juste pour vous montrer l'influence, pas
pas l'influence, c'est juste pour vous montrer bon, les relations qu'il y a entre les différentes variables et vous faire comprendre que pourquoi ce problème-là est si compliqué que ça, ou si complexe que ça, c'est parce que l'inconnu, là, l'affaire qu'on connaît pas dans ce problème-là, c'est la compression finale. Okay? La compression maximale du ressort, donc c'est le EF qu'on connaît pas. Fait que le EF, il va pas seulement influencer le terme de l'énergie potentielle du ressort, c'est que la façon que le EF est placé dans le problème, c'est que oui, il va influencer ce terme-là, mais il va aussi influencer le changement de hauteur, puisque c'était l'hypoténuse fois le sin d'un angle, donc ça va aussi avoir une influence dans le terme de l'énergie potentielle gravitationnelle, et le EF va aussi avoir une influence dans le déplacement, donc sur le travail non conservatif fait par le frottement. Ça qui est difficile, c'est que le EF se retrouve partout. Okay? Si on avait, par exemple, déjà connu la distance EF, mais que c'était, par exemple, la constante de rappel qu'on connaissait pas, ça aurait été beaucoup plus facile parce qu'on aurait eu une équation avec une inconnue qui est facile à isoler. Bang, on l'isole, on calcule, et voilà. Même chose si on avait tout connu, par exemple, sauf la distance D. Bon, ça aurait été un petit peu plus facile. Bon, on aurait eu juste la distance D apparaît 2 fois. Mais bon, là ici c'est le cas le plus difficile qu'on peut rencontrer, c'est EF, notre inconnu. Et EF apparaît à plusieurs endroits, et en plus on a des termes qui sont simples et des termes qui sont au carré. C'est pour ça que vous allez voir là, tranquillement qu'il y a une équation quadratique qui va se dessiner. Donc partons de l'équation algébrique, et là on est rendu là au moment dans le problème où on peut remplacer nos valeurs numériques. Donc on a juste à remplacer ça. Tous les termes on les connaît, donc la constante de rappel on la connaît. Donc le terme 1/2 KEF carré, si on le calcule, là, ça va donner 100 EF carré. Notre K est égal à 200. Ici là, le terme de l'énergie potentielle, ça va nous faire deux termes différents, okay, parce qu'on a deux termes différents. Donc, on va avoir un terme qui vaut 29,4 joules, un terme constant, et un terme là, qui va être 19,6 fois l'étirement final, qu'on ne connaît pas encore. Ça, c'est égal à 1/2 MVI au carré, qu'on connaît, on peut calculer, ça donnait 50 joules. Et ici, on a, faut soustraire quelque chose qui va être distribué dans une parenthèse. Donc, encore une fois, deux termes que ça va générer, ça ici, moins 7,638 et moins 5,092 EF. Okay. Donc, quand on écrit ça comme ça, on voit que c'est tous des chiffres, sauf qu'il y a des termes en EF carré, il y a des termes en EF. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regrouper tous les termes ensemble. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous ces termes-là, les trois termes ici, et je les ai ramenés à gauche de mon égalité. Donc, évidemment, ça change les signes. Là. Combiner ça ensemble. Donc, on obtient une équation quadratique. Donc, trois termes. Un terme en EF carré, un terme en EF, et un terme constant est égal à 0. Donc, ça, c'est une équation quadratique typique. Là, on peut appliquer l'équation pour la formule quadratique pour trouver les solutions. Là, moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac, tout ça divisé par 2a. Donc évidemment, là, ici, le terme a, ce serait 100, le terme b, ce serait moins 24,69, et le terme c, ce serait moins 12,96. Si vous calculez ça avec votre calculatrice, vous allez toujours obtenir deux réponses. Hein, c'est normal, formule quadratique, une équation du second degré, ça donne toujours deux réponses. Donc ça, vous allez trouver que f est égal à moins 0,504 mètres, où EF est égal à 0,257 mètres. Okay? On trouve deux réponses mathématiques, mais il faut se questionner à savoir laquelle de ces deux réponses mathématiques-là correspond à la véritable solution physique de notre problème. La solution concrète, solution là, au problème physique qu'on est en train de se poser. Ben ici, c'est relativement facile à déterminer laquelle est la bonne. C'est que nécessairement, là, si vous regardez, quand vous avez tracé votre schéma, et quand on a tracé le schéma, ce qu'on a appelé EF, c'est la longueur de cette compression-là. Donc, ce serait comme la longueur de cette flèche-là sur notre schéma. C'est pour ça qu'on a dit d'ailleurs que le déplacement total de notre bloc va être égal à D plus EF. Donc, EF, c'est la longueur de cette ligne-là. C'est sûr que la longueur d'une ligne doit nécessairement être quelque chose qui est positif. Okay? Une longueur négative, c'est impossible, là, ça n'a pas de sens. Peut-être que c'est une solution mathématique, mais physiquement, la longueur d'une ligne ne peut pas être négative, donc nécessairement, on le sait tout de suite que c'est la réponse qui est positive, là, qui est notre bonne réponse. Donc notre étirement final, notre compression maximale, c'est 0,257, donc le ressort va se comprimer de 0,257 mètres, ou si vous préférez, il va se comprimer de 25,7 mètres. Okay.
Donc, c'était ça la réponse là, de la question 4. Euh, voilà, donc c'était la solution du travail 5. Donc, comme je dis, c'était un beau problème, là, surtout la question 4, là, qui était vraiment très récapitulative là, de tout. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé et que ça vous a aidé à comprendre si vous avez fait peut-être quelques petites erreurs là, dans votre travail. Donc, ben voilà, bonne journée, à la prochaine.